Bonjour à toutes et à tous, vendredi 7 mai. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. C'est dommage, le 8 mai, ce sera pas férié. Pour nous, il n'y aura pas de pont. Oh là là, toujours les vacances. Bonjour William Lémergie, merci d'être là avec nous. On est ravis de vous recevoir. Bonjour, c'est la première fois que vous êtes là dans l'émission Média. Vous étiez effectivement venu déjà chez Jacques Pessis. Oui. Et donc là, on reçoit évidemment Un l'homme. monument. Un monument de la télévision. Un vieux monument. Un monument, quoi. Voilà, Un Mais un monument. monument qui se visite. Donc, Ah bah ça, je vous laisse votre Si, si, privé. si. Un monument de la télévision française, mais également un tout jeune auteur, Oui. puisque vous venez pour nous parler également de Mirballet ou L'amour interdit. C'est un roman totalement haletant qui est paru chez Albin Michel. Ça se dévore, il y a 300 pages, on ne les voit pas passer, on va y revenir dans un instant. J'ai appris ce qu'était un Mirballet, on va le dire à nos auditeurs dans un instant. Gilles. Vous êtes un peu ma milady. Voilà, merci. Eh oui, Oui. puisqu'on verra que ça parle un peu de toute cette époque, le livre de William Lémergie. Eh bien, on vous a posé une question sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez aller voter. On s'est demandé si William Lémergie vous manquait-il à la présentation de Télématin, puisque évidemment, votre image est énormément associée à Télématin. Et puis, on pourra parler des changements qui arrivent dans Télématin. il paraît, Il oui. paraît. Quel regard vous avez sur ces changements ? Sur le fait que ça soit un couple ou le fait que ça soit Thomas Soto, je trouve que le couple, je sais pas, à l'usage, on verra. Parce que j'ai le souvenir que quand je présentais cette émission, nous étions déjà, avec moi, 5 autour de la table. Ouais. Et là, tout d'un coup, ils vont devenir 6. Donc, il va falloir partager le travail. Alors ça, c'est tout un rythme à trouver. Quant à Thomas Soto, je trouve que c'est une très bonne idée. Très bonne idée. La jeune femme, je la connais pas bien. Mais Vignali qui va être à ses côtés. Voilà. C'est facile de travailler en couple. Vous l'avez fait au journal. Je l'ai fait au journal. Avec Patricia Charnelet. Oui, Qu'est-ce qu'elle est devenue, Patricia ? Patricia, je crois qu'elle a un blog et elle s'occupe des enfants, éducation, conseils divers et variés. Et puisqu'elle a 2 enfants, mais ils sont grands maintenant. Hein. Ouais. Oui, à l'époque, on faisait ça, mais c'était très à la mode, inspiré de ce que faisaient les Américains dans les années 50. Mais c'était pas le plus facile. Donc il fallait vraiment... mais comme Patricia était quelqu'un de très souple, donc c'était très simple de travailler avec elle. Alors Gilles, vous avez posé donc la question, répondez sur notre Twitter et on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Hier, le procureur de la République a décrit la chronologie du crime de Shahinaz Bouta, vous savez, qui a été brûlée vive par son mari à Mérignac. Un récit sordide. Les premières conclusions des médecins légistes évoquent un décès suite à une détresse respiratoire aiguë, secondaire à une combustion vitale. En l'état, on peut donc penser que l'auteur a tiré sur la victime et que cette dernière était donc encore en vie au moment où il l'immolait. J'imagine que vous allez revenir sur cet événement avec vos débatteurs. C'est évidemment aussi l'émotion des policiers suite à l'assassinat de l'un d'eux à Avignon qui a fait l'actualité média. Hier, l'ancienne commissaire de police judiciaire Martine Montel était sur LCI et elle réclamait la perpétuité. Ce garçon-là qui a tué ce policier, il faut la perpétuité, il ne faut pas hésiter, il faut que ça sache dans l'autre camp que ça existera. Et surtout, Viry-Châtillon, monsieur Rochebain, il faut arrêter pour les violences criminelles collectives. Il faut arrêter de chercher à individualiser la peine. Parce qu'ils sont tous habillés de la même façon, avec la capuche, l'uniforme. On voit que les yeux. Moi je dis que le type qui filme, qui rigole, à côté de celui qui envoie des pavés à la policière qui sort d'une voiture en flammes, il est aussi coupable. Vous avez une réaction sur les policiers, sur le bashing policier, sur tout ça ? Non, je plains cette communauté des policiers parce que c'est une vocation. On n'est pas policier par hasard. Et là, tout d'un coup, vous devenez non plus un policier, mais une cible. C'est-à-dire que partout où vous allez, que ce soit une patrouille ou simplement vérifier que tout va bien dans une rue commerçante, vous dites, je vais peut-être prendre un pavé sur la tête ou une balle parce que je dis quelque chose ou j'interpelle quelqu'un pour avoir ses papiers d'identité. Donc c'est terrible pour je pense aux plus jeunes. Et vous savez ce qu'ils font dans les petits cars, les petits bus de la police, certains d'entre eux, parce qu'ils ont peur, ils sont plus en sécurité, ils font la molaire. C'est quoi ? Faire la molaire, c'est être assis à l'arrière comme une dent, vous voyez, et ne pas bouger en disant « moi je suis tranquille, je veux plus y aller, c'est trop difficile ». Il faut les aider, quoi. Ouais. Voilà. C'est le son que j'ai repassé hier, que Gilles nous a
Au Québec, à Montréal, les policiers ont décidé de ne plus intervenir sur les personnes de couleur parce qu'à chaque fois, ils sont accusés de racisme. Tout de suite. Et donc, ils ont dit, nous, on arrête. On arrête. Donc, il y a des situations dans lesquelles ils ne veulent plus intervenir. Et ça risque d'être de plus en plus le cas. Nadine Morano sur LCI a crié haut et fort que ça ne la gênait pas de voter avec Nicolas Bay du Rassemblement national au Parlement européen. Et quand je dis qu'elle a crié haut et fort, elle a crié. Moi, tout ça, j'en peux plus. Et je ferai avec ceux qui défendront la patrie, la France. Et je me fous de ceux qui veulent dire barrières sanitaires, cordons sanitaires. Moi, quand j'ai des choses à voter au Parlement européen, si je dois les voter avec Nicolas Bay, je les voterai avec Nicolas Bay. Alors, les petits discours politiciens qui consistent à dire qu'il y a les grands méchants et les gentils, les tout gentils d'un côté, qui incarnent cette espèce de politique molle dont on crève depuis 30 ans. Et j'ai trouvé plus fort, j'ai trouvé quelqu'un qui criait plus fort qu'elle. Ce moment hallucinant dont Touche pas à mon poste sur C8 que vous avez peut-être vu hier, une militante antispéciste, je ne sais pas si vous l'avez vu Valérie, ça fait évidemment beaucoup de bruit sur le plateau, elle était hystérique sur le plateau de Cyril Hanouna. Prenez un abattoir, c'est la même architecture qu'Auschwitz. Changeons les abattoirs, madame. Ouvrons les abattoirs et libérons les victimes. Changeons les abattoirs. Changeons les abattoirs. Vous avez vu la séquence où elle comparait avec les qui a un problème psychiatrique, enfin vraiment à ce niveau-là hier. Vous regardez Cyril Hanouna de temps en temps pas à cette heure-là, effectivement, puisque je prépare l'émission du lendemain. Mais là, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'entend pas tout. Par contre, avec Nadine Morano, c'est clair. Oui, c'est clair. Vous avez très bien compris ce qu'elle disait. C'est Cyril Hanouna qui vous a fait venir. Vous lui devez... c'est Vincent Bolloré, oui. Mais c'est vrai que Cyril a largement appuyé ça, puisque nous nous connaissons depuis longtemps. Mais celui qui m'a appelé, c'est Vincent Bolloré. Oui. Et pour finir, écoutez bien Valérie, ce son. Vous savez que ça fait débat en France. Est-ce qu'on doit payer les gens pour les motiver à se faire vacciner aux États-Unis? Ils ont largement franchi le pas. C'est un reportage de TF1 hier. Écoutez bien. Grâce à cette carte de vaccination, on a accès à beaucoup de choses gratuites. Premier rendez-vous chez un vendeur de donuts. Bonjour, j'ai entendu que vous offrez des donuts aux gens vaccinés. C'est immédiat, un beignet gratuit. Contre un vaccin aux États-Unis, votre employeur peut vous donner par exemple 100$. Il y a aussi des bières gratuites, des réductions sur la nourriture, les jeux vidéo et même des taxis gratuits pour aller au centre de vaccination. Les clients? Non, ils ne payent rien pour aller se faire vacciner. Mais bien sûr, la plateforme paye les chauffeurs. Après, je pense qu'il y a une partie de la population qui ne voudra jamais de vaccin. Incroyable, hein? Ouais. Vous allez présenter votre carte et hop, vous avez un donut. Ouais. Vous en pensez quoi? Non, mais il y a des gens qui vont devenir des anti-vax uniquement pour avoir des donuts. Et ça, c'est suspect. C'est dommage. Ouais, c'est quand même... Je ne suis pas persuadée que ce soit une bonne idée de payer les gens. Je ne pense pas que ça change, que ça ne changera pas grand-chose. William Lémergie est notre invité aujourd'hui. William à midi, évidemment, on vous retrouve sur C8 tous les jours, 12h40, 13h50, c'est ça? Oh, ça va même. Ouais, ça va plus loin. On arrive même jusqu'à 14h10 certains jours. Oui. Et alors le quotidien, ça fait combien de temps que vous faites Je fais des émissions en direct quotidiennement. J'en ai fait pendant, maintenant ça doit faire 35 ans, oui. Un magazine, un journal. Oui, puisque ça change tous les jours, par définition. Ouais. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et chaque collaborateur qui vient à l'antenne comme ça dit des choses différentes de la veille. Donc ça va, je suis pas lassé. Et pourquoi vous n'avez pas pris votre baluchon, aller au soleil et profiter de la vie? Pourquoi vous vous emmerdez à aller alors faire c'est peut-être parce que j'ai pas de baluchon ou je sais pas où est le soleil, mais c'est mon soleil, c'est plutôt ça. Donc vous êtes accro. Ah oui. Oui. Ah oui, non, on va pas là en se disant bon, je suis pas au relais, je vais aller là. Ouais. Non, il faut vraiment pour faire du direct au minimum 1h30 par jour. Vous voyez de quoi je parle. Et en plus, parfois à 6h du matin, il faut vraiment avoir envie. Ouais. Sinon, ça marche pas. Et ça se voit. J'imagine qu'on vous pose la question à chaque fois. Vous regrettez Télématin? Non, c'est une page que j'ai tournée. Comme dit l'autre, j'avais fait le tour du propriétaire. Ouais. Et en plus, c'était moi le proprio. Donc, non, à l'époque, au bout de 30 ans, ça va. Ouais. Il était temps que je laisse la place. Au contraire, oui. Ouais. Donc vous vous êtes attelé à l'écriture d'un livre, Mirebalais ou l'amour interdit, chez Albin Michel. Alors en cette
période plutôt morose où les choses sont pas toujours folichonnes, moi je vous conseille vraiment de lire ce livre parce que vous serez emporté dès les premières pages. C'est très cinématographique comme écriture. On a les images dès les premières pages. La pièce est sombre, sur le sol en terre battue. Baudry Mortesang s'approche, attrape l'enfant et le dresse à la lumière de la seule fenêtre de la ferme. Bon, ça commence comme ça. Et alors, c'est un mire-balai. Qu'est-ce que c'est qu'un mire-balai ? J'ai découvert ce mot. C'est un jeune homme que l'on employait à l'époque au cours de soirées libertines. C'était sous le Régent et après sous Louis XV, ça a marché, pour subvenir aux défaillances sexuelles de vieux nobles qui étaient un peu avinés. Pourquoi un peu d'ailleurs, qui étaient très avinés dans ces soirées-là, ils avaient trop mangé et puis ils n'arrivaient pas au bout de leur désir, si tant est qu'ils en avaient. Alors il y avait ces jeunes femmes qui étaient là et on faisait signe à un jeune homme si tu peux venir pour aider. Et donc ils étaient là pour ça. Et moi j'ai découvert ça dans un film de Tavernier. Que la fête commence, on les voit, ils sont deux, ils disent rien, ils sont presque muets et ils officient. Et parfois ils ont du boulot dans la soirée. Et Mirebalais, ça vient de Mirebeau. C'est une ville en Charente-Maritime où on élève une race d'ânes particulièrement c'est comme le bouton-train. Oui, non, mais là, c'est pas tout à fait un bouton-train. Il y a quand même une connotation sexuelle. Écoutez ce que disait William, des ânes particulièrement bien dotés. Alors, ce sont des ânes reproducteurs. D'ailleurs, on les utilise pour ça. Alors, le livre est assez... Il y a des scènes coquines. Il y a des scènes coquines, oui, mais c'est indispensable, parce que sinon, il faut bien situer l'action, si j'ose dire. Je peux donner un détail d'anatomie de Moreau, donc, qui est le héros, qui a l'air pas mal du tout. Moi, je me le suis représenté, je ne sais pas comment vous l'imaginez, mais c'est écoutez, je vais vous faire une petite liste, si vous voulez. Ça peut être à la fois Gérard Philippe, ça peut être Brad Pitt, ça peut être Jean Marais, à l'époque, autant d'acteurs qui ont incarné des personnages comme ça. Plus que Gérard Philippe, quand même, il a un côté un petit peu plus, un petit peu brut, plus brut. Oui, c'est un jeune paysan costaud, puisqu'il travaillait, il ramassait du foin, quoi. C'était ça son boulot. Bon, il en a lui aussi vite fait le tour. Alors néanmoins, je cite une phrase, néanmoins, on parle de jeune femme, elle conserve une parfaite mémoire et lorsqu'elle découvre l'imposant volume de l'entrejambe de Moreau, elles ne peuvent que soulever leurs sourcils en signe d'admiration et peut-être même d'excellents souvenirs. Voilà. Oui, mais vous avez cité cette phrase-là. C'est toute la difficulté. Moi, c'est pas ma vocation d'écrire des livres avec des passages de ce genre. Donc, il fallait être un peu subtil, il fallait décrire, mais pas trop montrer. La porte doit être entrouverte. Vous auriez pu appeler Marlène Schiappa, elle vous aurait donné des conseils. Ah oui, c'est vrai, parce qu'elle a écrit des livres érotiques. Bien sûr. Mais c'est pas un livre érotique, c'est d'abord c'est un livre d'aventure, ça se passe au XVIIIe siècle. Mais vous avez retenu que cet extrait. Oui, je vous vois. C'est quand même le propos du livre. Ces Mirebalais, ils sont là pour satisfaire des femmes. Mais au-delà de ça, il y a des complots, il y a des histoires de famille. C'est totalement, c'est un roman de Capot d'épée. C'est Fanfan la Tulipe. C'est Fanfan la Tulipe. C'est Tom Jones. C'est Lagardère avec Jean Marais. C'est ces films plus exactement où toutes les 10 minutes il se passait quelque chose, quoi, d'inattendu. Parce que c'est ça la fiction aujourd'hui, influencée par les séries que vous voyez à la télévision, qu'elles soient françaises, anglaises, américaines ou autres. C'est qu'il faut que ça bouge tout le temps et il faut qu'on vous donne à voir quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Absolument. Et donc il faut que Moreau, il va lui arriver des choses. C'est pour ça j'ai commencé par ça parce que on a l'esprit mal tourné. Mais le propos du livre, c'est l'histoire de ce jeune homme à qui évidemment il va arriver quelques petites misères parce que ça aurait pu. Mais c'est pareil dans le héros d'une série. Je sais pas, prenez une vieille série comme 24 heures avec Jack Bauer. On se dit ça y est, il va y passer là. Mais non, c'est le héros, donc il peut pas mourir. Mais enfin quand même, on a peur. Voilà. Et le fait que ce soit, je l'ai dit encore, très cinématographique, c'est-à-dire vraiment c'est très visuel. Vous auriez envie d'en faire un film ? Un film, je sais pas. En tout cas, une série, oui. Parce qu'une série française de ce genre, à l'heure actuelle, ça n'existe pas.
Donc, quand Netflix laboure tous les pays dans le monde à essayer de trouver quelque chose qui correspond au pays dans lequel ils veulent tourner, chez nous, il y a eu Versailles, par le groupe Canal qui avait fait ça, qui était formidable, ça s'est vendu dans le monde entier. Là, ça serait une bonne idée, je trouve. Mais en tout cas, moi, je l'ai écrit avec une caméra au bout du stylo, ça c'est sûr. Et vous avez écrit comment, quand, comment à l'époque, quand j'ai vu ce film-là, je dis tiens, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour un type pareil Ça date quand même que la fête commence. 1975, vous vous rendez compte? Alors j'écris sur des bouts de papier. Vous écrivez depuis 1975? Non, j'ai écrit des petites notes. Non, parce que l'idée au départ, je me suis dit, mais c'est pas un métier ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre dans la vie, ce garçon, et pourquoi il a accepté de jouer ce rôle-là? Il était peut-être payé, va savoir. Non, mais ce qui était amusant, c'était de se dire, il va grimper toute l'échelle sociale jusqu'au plus haut, peut-être. Car il est ambitieux, en plus d'être irrésistible. Vous avez été invité par Canal+ pour parler du livre, et vous avez fait un peu un parallèle entre la télévision et votre roman, en disant que fallait savoir utiliser le fleuret et savoir combattre pour gagner sa place et apprendre à tuer. Et moi, j'ai dit ça, moi? Oui, vous avez apprendre dit ça. à tuer, non, peut-être pas. En revanche, ce que je voulais dire par là, c'était que les places étaient chères. C'est un métier où on n'a pas besoin d'être très nombreux. Il n'y a pas suffisamment de places. Donc vous avez tué. Donc il a fallu être à fleuret-moucheté. À fleuret-moucheté. Oui, bien sûr. Donc ça vous est arrivé de tuer des gens pour y arriver? Non, mais c'est un casting permanent. À l'époque, quand moi j'ai commencé dans ce métier, j'ai passé des castings. C'est-à-dire que, par exemple, pour Télématin, puisque je suppose que vous parliez de ça aussi, nous étions, si je me souviens bien, d'après ce qu'on m'a dit à l'époque, on était une dizaine. Et donc on faisait des castings avec de la part de ceux qui voulaient nous embaucher. Il y avait un passage obligé. Il fallait faire comme des devoirs pour être le meilleur possible. Et on ne savait pas comment avaient réagi les autres. C'est ça, je veux dire. La bataille est rude parce qu'il y a peu de place. Mais il fallait être courtisan aussi, aller voir le président. Ah, ça suffit pas. D'accord. Non, ça suffit pas. Ça encore faut-il connaître le président, et il vous ouvre pas sa porte, surtout quand vous êtes un candidat. Vous êtes content d'avoir l'âge que vous avez aujourd'hui dans le métier? C'est-à-dire vous voulez de quoi? De dire que je suis un dinosaure? Oui, il y en a plus beaucoup. Non, c'était par rapport, il y a ça, mais par rapport à ce qui est devenu la télévision aujourd'hui. Non, moi, dans la mesure où, à mon âge, j'ai encore envie d'y travailler, ça me convient. Le jour où je me dirais, t'as plus ta place, en tout cas plus à l'antenne, et puis cette télé ne te ressemble pas du tout. Moi, je me souviens qu'un type comme Jacques Martin, que vous n'avez pas oublié, me disait quand on se croisait, tu sais, dans ce métier, ce qu'il faut, c'est trouver sa niche. Donc c'est un endroit où tu es bien et on considère que c'est ta place. Donc voilà, c'est les deux choses, c'est ça la dualité. La nouvelle ligne éditoriale de C8, l'année prochaine, vous allez y trouver votre place? Là, on a un petit peu inauguré ça avec Franck Apieto qui dirige la chaîne, c'est-à-dire faire du feel good, en français bien sûr. Donc c'est-à-dire des émissions aimables, dont, puisqu'il y a d'autres chaînes du groupe où il y a des débats permanents, mais là, de façon à ce que, vu l'ambiance générale qui nous est imposée, on est à la fois un conseil, oui, mais il est dit avec le sourire. Valérie, vous savez que depuis la rentrée, le journal de France 2, à midi, de Julien Bugier, a changé. Eh ben, écoutez, ça ressemble un peu à ce qu'on faisait le 15 octobre 1986. Vous arriviez à la tête d'Antenne de Midi, et voilà ce que vous aviez décidé de changer au 13h, et ça ressemble au nouveau 13h de France 2. Écoutez. Ah bon ? Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information d'Antenne 2 de la mi-journée. Vous connaissez les horaires, 13h, 13h45. Vous restez si vous le pouvez, vous restez si vous le voulez. Nous parlerons de votre vie quotidienne. C'est vaste comme sujet, vous me direz, vous avez raison. La vie quotidienne, ça va de votre mal au dos à nos enfants. On est mercredi, c'est pas une mauvaise idée d'en parler aujourd'hui. Ou à vos dettes, il faudrait peut-être les payer. Eh bien, nous verrons ça aussi. Et également des vedettes. Eh bien, toutes vos vedettes, nous les inviterons au fur et à mesure. Alors, mon prénom, c'est William, et mon nom, c'est Lémergie. Y au début, IE à la fin. Mon âge, 39 ans, et je crois que là, vous savez l'essentiel. Voici maintenant les titres de votre journal. C'était assez classe de se présenter. Vous vous en souvenez? Oui, je me souviens. Vous vous en souvenez très bien? Oui, il y avait deux choses que j'avais faites qui étaient à l'époque considérées comme originales, c'est d'arriver et de dire son nom et son prénom. Et à la fin, j'avais dit, même la
première fois, je vous remercie de m'avoir reçu chez vous. Ouais. Et donc, ça aussi, ça avait étonné. Pourquoi vous dites reçu? Bah oui, ils m'ont reçu. Et donc, je disais ça tous les jours. Oui, non, c'était assez marrant, ça. Je me souvenais pas mot à mot. Oui, les vedettes et puis Votre le première quotidien. télé, c'était quand? Vous vous souvenez? Là, ça devait être en 74, non, 73, je sais plus. Ouais. Oui, non. Je sais pas, non, je vous pose la question, je pose cette question de temps en temps à mes invités. Je crois que c'était une émission à l'époque, ça devait être TF1, qui ne s'appelait pas encore TF1. Et c'était une émission pour la jeunesse diffusée en fin d'après-midi et qui s'appelait Un métier, un père, si je me souviens bien. Enfin, c'est la première qui a compté pour moi. J'ai peut-être fait des apparitions avant. Vous êtes resté en relation avec Dorothée parce que vous étiez dans Alors de temps en temps, oui, vrai, de temps en temps. Je la croise parfois en Normandie, mais j'ai gardé un souvenir ému. C'était quelqu'un qui travaillait bien, mais qui faisait que travailler, quoi. Ouais. C'est une chose qu'on a peut-être oublié, ça. Ça fait un point commun avec vous, non? Pardon? Vous faites d'autres choses à côté? Non, c'est vrai. Non, mais Dorothée, elle était incroyable. Elle n'arrêtait pas. Et son vrai plaisir, c'était d'aller en studio, quand elle a découvert ça, enregistrer des chansons, et puis après on lui disait, qu'est-ce que tu veux me faire? Retourner sur le plateau. Et puis, retourner ça n'arrêtait pas. Oui. Alors, Maya nous dit, pour moi, Monsieur Lémergie, c'est Pac-Man que je chantais et Télématin, que de bons moments. Voilà. Oui, donc, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Ah zut, je voulais regarder des commentaires. Il y avait un commentaire aussi qui disait vous avez marqué toute une. Est-ce que vous avez conscience de l'héritage que vous avez laissé pour beaucoup d'enfants qui sont devenus grands? Est-ce que on vous le dit ça quand vous croisez des gens dans la rue? J'en ai croisé depuis, et c'est toujours assez émouvant de voir arriver une jeune femme d'une quarantaine d'années qui vous regarde avec tendresse. Vous dites, ah bon, on se connaît? Elle dit oui, moi je vous ai regardé quand j'étais toute petite, j'avais 8 ans et je vous regardais tous les mercredis. Avec Cabu, évidemment. Avec Cabu, évidemment. Le plus grand génie du dessin en Europe. Ouais. Vous vous êtes attelé à un nouveau livre? Vous y avez pris goût? En principe, j'ai fait exprès aussi de terminer, comme on dit, sur une note en l'air, c'est-à-dire que on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, il y a peut-être une suite. Alors, oui, bien sûr. L'histoire est quand même bouclée, mais il reste... Oui. Voilà. Mais ça laisse une perspective, parce que là, ils sont dans l'embarras. Ouais. Et donc, il va bien falloir trouver une suite, bien sûr. Vous repartez pour une nouvelle saison de Wham? Oui. Okay. Oui, j'aimerais bien. Oui, à mon avis, ça devrait pouvoir se faire. Voilà. Écoutez, si vous voulez savoir ce qui se passait dans les alcôves de Louis XV, je vous conseille ce livre, Mirebalais ou l'amour interdit, paru chez Albin Michel. Vous découvrirez ce très beau jeune homme, Mauro, qui se glisse dans le lit des femmes insatisfaite. Et puis au-delà de ça, c'est effectivement un roman qui vous emporte dans des aventures, des complots, des histoires de famille. C'est extrêmement divertissant et agréable à lire. Merci beaucoup William Lémergie d'être venu ce matin. Et puis William Lémergie, c'était aussi moi Fréquence Môme que j'écoutais. C'était une émission fabuleuse. Alors là, si à l'époque j'avais pu faire ça à la télé, c'était formidable, car tous ces enfants que j'ai interviewés, on avait envie de les voir. C'était bien. Une belle émission. Ah ouais, c'était bien. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de vos commentaires. Vous rappelez-vous avoir présenté Lancelot du Lac avec Roger Moore en disant Lance-Lac du Lot? Je ne comprends pas pourquoi. Je pense toujours à vous avec ce mot. Vous vous souvenez de ça? Oui, parce que c'était un feuilleton qui passait le samedi, je crois, sur Antenne 2. Et c'était moi qui en assurais la présentation. Et donc vous avez dit Lance-Lac du Lot. Lance-Lac du Lot, c'est formidable. Vous marquez des jeux. Voilà. Merci à vous. On se retrouve dans un instant.